Salut les Wargamers, bienvenue dans ce petit tuto peinture qui fait suite à l'épisode 1 d'apprendre l'aérographe, et pour prétexter la mise en pratique, on va peindre le nouveau char de Game Workshop pour l'armée Astra Militarum, le Rogaldorn. Voilà donc le résultat que vous allez obtenir si vous suivez le tuto de cette vidéo. Aujourd'hui on ne va parler que de la partie aéro, et d'autres petits détails ont été réalisés au pinceau, comme notamment les métaux et aussi la pose des décalcomanies. Ici on se positionne sur un niveau que je qualifierais de tabletop plus, c'est-à-dire une figurine pour le jeu. Celle-ci a déjà été vernie et on obtient un effet waouh grâce au fort contraste, c'est-à-dire la distance entre la partie la plus ombrée et la plus lumineuse est assez éloignée, et à plein de petits effets waouh, notamment avec les rivets et aussi les effets de chaleur qu'on va retrouver sur les canons. Pour information, cette figurine avec la prise de vidéo a été faite entre 4 et 6 heures, et normalement quelqu'un qui n'a pas les contraintes d'enregistrer et qui maîtrise bien son aéro doit être capable d'obtenir ce résultat en à peu près moins de 4 heures. On est ici sur un tuto qui cible les débutants à l'aérographe, directement en appliquant les bonnes pratiques qu'on a pu voir sur le premier épisode de la formation. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, ne paniquez pas, prenez votre temps. À chaque fois que vous allez appliquer une nouvelle couleur, partez d'abord sur le papier, et une fois que vous la maîtrisez, partez ensuite sur votre char pour obtenir exactement ce résultat-là. On se retrouve les Wargamers devant le setup de peinture et on va voir ensemble ce dont on a besoin pour peindre ce fameux char Rogaldorn. Celui-ci a été assemblé, pour l'instant il est en 3 parties, les armes ont déjà été collées. Pour le coup là c'est une contrainte qui m'a été imposée au niveau du planning, mais comme vous pouvez le voir déjà la figurine a été sous-couchée en blanche et va donc retrouver 3 parties. La première ça va être tout simplement le char, qui a été préparé, comme je vous ai expliqué, dans un temps limité. Ça fait qu'on va retrouver quelques petites imperfections au niveau notamment de son barbage, c'est-à-dire au moment où on va essayer de lisser les parties du plastique qui étaient accrochées à la grappe. C'est pas grave, ça ne nous empêchera pas de peindre. Ensuite, on va retrouver ici la tourelle et le canon principal qui lui a été aimanté. Comme je vous le disais, le reste des armements est fixe, c'est-à-dire que ça a déjà été collé et ça sera une contrainte supplémentaire. Concernant mon aérographe, j'utilise ici le même que dans la vidéo pour la formation, c'est-à-dire un Harder Steinbeck modèle Evolution avec une buse à l'intérieur de 0,2. Comme pour le coup j'ai conscience que si jamais vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez regardé la formation aéro, on part donc sur l'application de conseils pour débutants, et je prévois aussi une petite feuille de papier, tout simplement pour pouvoir, avant d'appliquer sur ma figurine, faire un exercice pratique suivant la dernière vidéo, pour pouvoir justement la répliquer sereinement sur ma figurine. Mon compresseur est quant à lui à 1,8 bar et mon aéro dispose de l'option FPC pour pouvoir régler la pression d'air. Ici en l'occurrence, je vais tout simplement mettre pleine patate, c'est-à-dire être à la pression qu'indique mon nanomètre, à savoir 1,8 bar. Concernant ensuite la recette de couleurs pour atteindre ce fameux véhicule désertique, libre à vous d'adapter par rapport à vos recettes personnelles. Là, je vais choisir quelque chose d'assez théorique. On va partir sur ce qu'on appelle la couleur médium, c'est-à-dire la couleur intermédiaire des éclaircissements et des ombrages. On va donc tout simplement commencer par une teinte de bois qu'on viendra une première fois éclaircir avec une teinte d'ocre pour justement obtenir ces fameuses teintes désertiques, et on le verra après, un éclaircissement maximum avec le 75 toujours de la gamme Prince Auguste R qui est une teinte de sable. Ensuite, par rapport aux ombrages, comme on est sur des teintes désertiques, on pourrait imaginer qu'on va pas partir vers un contraste trop fort, et pourtant si, mais avant ça, on va aller chercher une petite teinte de noisette comme en premier assombrissement à notre médium, la Grax Earthshade de Game Workshop, et on terminera par du 40, c'est-à-dire de la terre d'ombre brûlée, de nouveau chez Prince Auguste, pour confirmer le dégradé maximum avec l'ombre donc maximum de la figurine. Au niveau stratégie, on pourrait commencer par une figurine sous-couchée en blanc, auquel cas on irait justement via des couches successives teinter ce blanc pour obtenir la profondeur et la finesse de dégradé que l'on recherche, ou alors on pourrait partir directement sur une couche noire, et ça serait par des ajouts de lumière qu'on arriverait justement à créer ces fameux dégradés. Ici, on n'est pas là pour prendre des raccourcis, on est là au contraire pour appliquer et confirmer ce qu'on sait déjà à l'aérographe. On va donc commencer, comme je l'expliquais, avec la teinte dite médium, c'est-à-dire intermédiaire de notre véhicule, la teinte donc de bois 77 de Prince Auguste R. J'utilise ici des couleurs aussi bien de Game Workshop, assez bien shade qui va être un petit peu visqueuse, que des couleurs faites soi-disant pour les aérographes. Je le rappelle, vous pouvez utiliser toutes les peintures des marques que vous le souhaitez à partir du moment où vous utilisez un diluant pour les diluer. Clairement, la seule différence entre une gamme aérographe ou une gamme pinceau, c'est le niveau de dilution. Et je le rappelle, une peinture, c'est un liquide qu'on va appeler un diluant, un médium, ce qu'on veut, et des pigments de peinture. Donc tout ce qu'ils font eux, c'est rajouter juste du diluant avec des pigments pour vous proposer une gamme alternative pour aérographe. Donc on s'en fout complètement, vous utilisez les peintures qui vous font plaisir, le seul truc c'est qu'on les dilue, histoire d'être sûr d'avoir un mélange qui passe bien dans son aérographe et qui va pas l'encrasser. Donc là, avant de commencer ma session, je vais, comme à chaque fois que je vais mettre une couleur dans mon aérographe, commencer par le diluant.
Comme d'hab, j'utilise ici du diluant Prince Auguste R. Honnêtement, je ne suis pas marié avec Prince Auguste, mais je trouve en tout cas que ce diluant-là est un de ceux qui va permettre de diluer le plus de marques différentes. C'est assez subjectif, ça fait partie de mon expérience, mais vous pouvez et vous devez d'ailleurs utiliser n'importe quel mais diluant, parce que comme je l'avais expliqué dans la vidéo pour l'aérographe, le diluant a des propriétés chimiques qui va aider justement à mieux se mélanger avec des pigments pour donc créer de la peinture, et en plus de ça, il va avoir des propriétés chimiques qui vont réagir différemment s'il est à l'état de pulser, notamment à l'aérographe. J'en mets donc un fond dans mon aérographe, et juste pour voir un petit peu comment ça réagit. À côté de moi, j'ai mon petit récipient dans lequel, comme je l'avais expliqué, on va retrouver 50% d'eau chaude, 50% d'alcool ménager, pour pouvoir tout simplement nettoyer mon aérographe, et un petit chiffon dans lequel je vais venir purger, décalaminer mon aérographe, soit pour amorcer de la peinture, soit tout simplement pour déboucher, si jamais il y a quelques petites particules, quelques petits pigments qui ont fait des amas de pigments, et qui viendraient occulter ma buse ou d'autres parties de mon aérographe. C'est parti, je purge. J'appuie une fois dans le vide pour être sûr que si jamais il y avait une goutte de peinture, ici en l'occurrence de diluant, ça serait pas très méchant, sur mon aiguille, elle soit évacuée dans mon chiffon. Et donc je vais tout simplement commencer à jauger de mon point de patinage par rapport à mon aéro. Tout simplement, j'appuie sur l'air et je viens reculer et vous voyez que très vite, vous voyez que mon doigt bouge à peine, l'aéro est très précis et commence déjà à envoyer justement ici un liquide. Et vous voyez que si je ne bouge pas mon doigt, mon flux est constant et donc mon aéro n'est pas bouché, j'ai confiance en lui et je vais donc pouvoir ainsi mettre des pigments pour avoir de la peinture et donc commencer à peindre. Je vous arrête tout de suite. Si au moment où vous commencez votre session, vous obtenez ce genre de symptômes, c'est-à-dire le fait que mon aéro balance un flux mais qui n'est pas constant et qui va faire des espèces de petits pointillés comme ça, et bien alors tout de suite nettoyez-le, regardez la vidéo que j'avais montrée sur comment nettoyer un aérographe ou même voir le démonter si jamais vous n'arrivez pas à le faire sereinement, soit de façon très simple avec un décapant ou un nettoyant pour aéro que vous allez directement mettre dans votre entonnoir, ou alors en faisant le circuit fermé, alcool ménager, eau en continu pour essayer de décalaminer celui-ci. Mais en tout cas, tant que vous n'avez pas un flux constant avec votre aéro, ça ne sert à rien de commencer la peinture et encore moins de suivre ce tuto. C'est parti, mon aéro est prêt, j'ai foi en lui, je vais donc pouvoir commencer. Tout simplement, on va mettre comme d'habitude du diluant dans mon entonnoir. Ici, on va peindre un gros char, donc je vais en préparer un petit peu plus. Et ensuite, je vais tout simplement commencer à mettre ma peinture et on commence ce tuto par l'utilisation de la teinte de bois, c'est-à-dire le 77 de la gamme Prince Auguste R. Comme expliqué dans la vidéo de formation, soit je fais le mélange ailleurs, soit je le fais ici. En l'occurrence là, je vais tout simplement directement le mettre un petit peu dedans et on va regarder un petit peu justement la quantité que je mets et surtout en fait quelle réaction je veux ici. Avec un pinceau, un bout de bois, un coton-tige, tout ce que vous voulez, je vais tout simplement mélanger mon diluant et mes pigments, j'obtiens donc de la peinture, et on voit que là, ça bulle légèrement, cette fameuse texture entre guillemets laiteuse. Là, c'est compliqué pour moi de vous le montrer parce que j'en ai beaucoup dans mon entonnoir, mais vous voyez en fait que justement, ça réagit très bien et que quand ça va sur la paroi, ça redescend et tout en redescendant, ça couvre un petit peu l'entonnoir et on devine par transparence justement l'aspect métallique en dessous. Ma peinture est donc très bien diluée, je vais pouvoir commencer. J'attaque pas directement ma figurine, surtout que là, on considère que je suis un débutant. Je vais donc purger ma peinture pour l'amorcer dans mon chiffon. Une fois que celle-ci est faite, ça marche nickel. J'appuie un coup, hop, dans le vide pour être sûr que s'il y avait une goutte, ça ne parte pas sur ma figurine. Et là, je vais commencer par le papier. Donc très simple, je vais tout simplement faire des voiles en faisant des espèces de lignes droites comme premier exercice. Là, j'ai directement une feuille avec des carreaux. N'hésitez pas à utiliser un cahier. Et je vais tout simplement faire des lignes qui vont être parallèles à celles justement de l'exercice. Sous-entendu, j'envoie une première teinte, je l'envoie, je la vois et je continue ma ligne. Ça fonctionne nickel, je fais exactement le même exercice, une deuxième teinte, de la même proportion, le but n'est pas de faire ça. Là, ça serait une méthode de bois qui marche aussi très bien, mais cette vidéo a plus vocation à vous faire découvrir la notion de voile à l'aérographe, qui est le seul moyen d'obtenir la quintessence de l'outil et pas simplement un pistolet à peinture. Donc hop, je recommence mon exercice, j'obtiens une première teinte et je vais longer une ligne pour faire un trait et surtout une teinte constante. Une fois que j'ai réussi cet exercice, je n'hésite pas au pire à repurger sur mon chiffon et refaire exactement la même chose. Ça marche nickel, j'ai confiance en mon aérographe, je vais pouvoir attaquer sur ma figurine. Hop, je purge de nouveau et je prends ma figurine. Et comme pour le coup, j'utilise ce qu'on appelle la couleur médium, c'est-à-dire celle qui va occuper ou en tout cas qui va être la moyenne
des couleurs que je vais utiliser sur une seule teinte, et tout simplement je vais pouvoir commencer par le bas, en enchaîner des couches successives sur la partie basse pour ainsi confirmer ma teinte, et un petit peu moins successives plus je me rapproche vers le haut pour ainsi créer un dégradé. C'est parti. Première teinte, comme vous pouvez voir, ça a légèrement teinté ma figurine, je continue. Je n'hésite pas à de temps en temps sécher, c'est-à-dire appuyer uniquement sur l'air pour voir comment est-ce que ma peinture réagit, m'assurer qu'avant de redéposer des pigments, la couche d'en dessous est sèche, ça évitera mon pigment de glisser et donc d'aller sur un syndrome dit de toile d'araignée. Et je remonte tout doucement pour ainsi créer avec des teintes très douces un dégradé. Et vous pouvez voir, le gradé est en train de prendre forme, par exemple ici. Le but, même dans les parties claires, est de toujours deviner le blanc, puisque ça nous sera utile, puisque encore une fois, par effet de transparence, les couleurs ne vont pas réagir de la même manière si on les applique sur du clair ou sur du foncé. Comme le haut de véhicule se veut très lumineux, parce que teinte désertique, et en plus de ça, en plein soleil, alors je veux vraiment deviner encore mon blanc, et quand j'appliquerai mes éclaircissements, vous verrez qu'ils seront beaucoup plus puissants que si je les appliquais derrière une couleur un peu plus foncée. Et surtout, comme je les appliquerai directement sur un blanc teinté légèrement de la couche d'en dessous, et automatiquement, mon dégradé sera plus fluide. Je n'hésite pas à ombrer aussi certains endroits, c'est-à-dire à commencer à faire des couches successives à des endroits, même sur la partie latérale et pas uniquement sur l'axe horizontal. Voilà donc le résultat à l'issue de la première étape, et on voit qu'avec uniquement une seule couleur et cette notion de teinte, c'est-à-dire d'empiler les pigments avec des passages successifs, on arrive directement à un dégradé. Et je pourrais même pousser le concept, c'est-à-dire pousser le dégradé encore plus fort teinte par teinte, pour ainsi avoir des dégradés encore plus travaillés si je souhaite pousser le niveau de ma figurine. Même chose pour certains dénivelés ou en tout cas parties plus petites de la figurine, je reprends mon cahier, je respire, j'applique exactement la même méthode, sous-entendu, je vais faire ici un trait un petit peu plus fin, donc je me rapproche, j'y vais un petit peu plus doucement sur mon point de patinage, puisque là la pression de l'air n'a pas baissé. Si j'ai l'option par exemple du FPC, c'est-à-dire cette petite molette, alors je vais être capable de la serrer pour diminuer la pression, ici en l'occurrence je n'en ai même pas besoin, et tout simplement je me rapproche et je travaille sur un faisceau un petit peu plus petit. Hop, je viens de faire 3 couches successives. Mon aéro est beau, mon aéro, je lui fais confiance parce qu'il ne s'est pas bouché, et je vais pouvoir tout simplement répliquer sur la figurine cette notion de teinte en commençant par une ombre. Si on prend le volume de cette sous-tourelle, et tout simplement en attaquant le bas avec un petit faisceau. Regardez. Et je viens ainsi, tout doucement, créer un dégradé avec la partie haute. J'ai terminé ma couche de base sur l'ensemble du châssis, et vous voyez qu'on devine encore par effet de transparence les points de lumière du véhicule, notamment les angles sur lesquels on voit que l'arête de lumière va s'arrêter. Si jamais je veux tout simplement fluidifier et lisser un petit peu ces fameux dégradés, je vais faire un voile global en reculant un petit peu ma main, faire l'équivalent d'un glaze au pinceau, c'est-à-dire une teinte globale d'une couleur. En l'occurrence ici, ça va être la même couleur, ça va me permettre tout simplement d'avoir une teinte légère qui va venir un petit peu occulter le blanc, mais tout en devinant encore qu'il est là, pour encore une fois avoir plus de puissance quand on va appliquer des éclaircissements sur cette partie-là. Je vais faire un voile très léger. Et hop, vous voyez, en fait, quand ça s'est déposé dessus, on l'a pas vu, mais on l'a deviné. Et donc ça, je le fais partout. Même sur des parties qui étaient blanches, on devine un tout petit peu justement que du 77, donc de la Terre, est arrivé dessus. Et vous voyez que maintenant ma figurine a entièrement une teinte de terre, mais directement par effet justement d'empilement de pigments, des dégradés qui
commence un petit peu à se former de partout. Même chose ici, je vais tout simplement retirer l'arme pour accéder plus facilement à certaines parties. Là, je me prends même pas la tête, je commence par la partie basse. Petit voile très léger sur le dessus pour commencer à moi tout seul créer un dégradé avec une seule et même couleur. Et derrière, si je vais pousser un petit peu plus le niveau et que je commence à être assez précis avec mon aérographe, je vais même aller sniper avec un ombrage ce volume ici, ce galbe, pour au contraire accentuer la sculpture de la figurine. Regardez. Je viens confirmer mon ombrage. Je sèche un petit peu pour voir justement où est mon dégradé total. Et on voit que ça manque un tout petit peu au-dessus. Donc je viens le lisser très subtilement pour que celui-ci soit le plus naturel possible. Ici, c'est même assez intéressant. Pour terminer justement ce qu'on a déjà fait sur le véhicule, là je suis sur la tourelle, je vais faire exactement la même chose, sauf qu'en fait, comme ça va être la partie haute de la figurine, je vais la caricaturer. C'est-à-dire, en gros, si on prend l'exemple d'une lumière qui serait dite zénitale, globalement à 30 degrés d'inclinaison, alors normalement, l'intégralité de mon char devrait être très éclairée. Mais comme là, on est sur une sculpture très verticale, je vais accentuer énormément la notion d'ombre et de lumière. Donc là où finalement, on va être sur la partie la plus basse, ici, je vais énormément ombrer. Et là, on va être sur la partie la plus claire, je vais énormément laisser passer de lumière. Ici, j'expliquais cette notion de lumière et d'ombre que je voulais avoir. Pareil pour les angles, je vais tout simplement sniper, comme on a vu tout à l'heure avec un faisceau un petit peu plus fin, l'intérieur des rainures. Quand on a notamment des portes ou ce genre de volume ici, tout simplement, je reste appuyé sur ma peinture et je vais faire une espèce de rotation pour, au fur et à mesure, tout comme quand je le faisais sur la partie basse puis la partie haute, confirmer mon dégradé. Je vais maintenant appliquer ma deuxième couleur, on en parlait tout à l'heure, c'était mon premier éclaircissement, c'est-à-dire mon ocre 33 de la gamme Prince Auguste. Ça correspond ni plus ni moins qu'à l'Averland Sunset de Game Workshop, et donc de reteinter la partie blanche que je pouvais retrouver sur certaines parties de ma figurine pour vraiment confirmer les teintes d'un véhicule désertique. Au niveau de sa dilution, pas de changement, regardez, on a bien une texture laiteuse ici qui bulle correctement, et derrière, si je vous montre par rapport à l'entonnoir, vous voyez qu'en fait la peinture en redescendant va de plus en plus justement moins teinter le réservoir. C'est parti, on va regarder ensemble ce que ça donne sur ce petit bout là, et tout simplement je vais l'attaquer par le haut, et à partir de maintenant je ne veux plus voir de blanc, voir donc cette teinte d'ocre, et par contre là où il y a du blanc, encore le voir un petit peu plus clair, puisque comme c'est pas notre éclaircissement maximum, on a besoin que par effet de transparence, on aille chercher de la puissance avec une couleur plus claire. Comme vous pouvez le voir, tout simplement, on vient ainsi de lisser son dégradé. On part sur un jaune qui part légèrement vers du orange. Comme on est sur des teintes désertiques, c'est des teintes qui font un petit peu peur aux gens parce que soit on y va comme un bourrin, soit au contraire, on peut être beaucoup plus fluide et sensible au niveau justement de ces teintes-là. Et là, on arrive sur des teintes un petit peu plus réalistes. Même chose ici, tout simplement, je vais aller venir mettre un petit voile sur toutes les parties éclairées pour ne plus voir ce fameux blanc. Comme vous pouvez le voir ici, on a un dégradé beaucoup plus naturel qui est en train de s'opérer et on va pouvoir répliquer exactement la même chose sur le véhicule. Encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise, n'oubliez pas, d'abord sur le papier, un petit voile à chaque changement de couleur. Ça vous confortera dans la notion de dilution et surtout dans la confiance que vous allez avoir dans votre aérographe. Petit exemple intéressant, là comme on est justement sur un angle, j'avais laissé un petit peu de blanc, tout simplement, je vais venir le teinter avec mon ocre. Voilà donc pour la fin de cette étape, et vous voyez que comme finalement j'en ai appliqué un petit peu partout, notamment où il y avait du blanc, et quand j'étais pas sûr je mettais un petit voile, mon véhicule a tout de suite un aspect beaucoup plus terminé, puisque là l'intégralité des volumes ont au moins une couleur.
Et donc c'est même assez intéressant, et on est aussi guidé par certaines parties pour les prochaines étapes, soit d'assombrissement, soit d'éclaircissement, puisqu'on voit que naturellement, avec cette espèce de orange, avec la couche de terre qui a été teintée derrière par de l'ocre, on a déjà nos marqueurs pour les ombrages. Petite pause au niveau du véhicule, on l'avait vu tout à l'heure, on allait avoir un médium qui correspondait à une teinte de bois, derrière un premier éclaircissement qui allait tout simplement fluidifier le départ vers la lumière avec de l'ocre. On a donc terminé avec les deux couches de médium, et maintenant c'est très simple, on va faire un ombrage, un éclaircissement. Un ombrage, encore un éclaircissement au niveau des étapes. Comme ça va nous permettre de mieux contrôler son contraste. En l'occurrence, on va partir sur un premier ombrage qui va être avec de la Grax. Derrière, le deuxième ombrage, j'en ai parlé tout à l'heure, ça sera un marron très foncé qui réagit très bien avec les couleurs ocre, qui est le 40, Terrandine brûlée. Et on n'aura par contre plus qu'un seul éclaircissement avec le 75. Et pour justement fluidifier l'intégralité des gammes, si on veut, on viendra commencer à creuser justement les ombrages et la lumière avec une teinte légère de noisette qui sera un glaze général de Séraphine Sépia, exactement comme en photo. Si on décide d'appliquer un filtre à une image, en l'occurrence du sépia, toutes les couleurs vont être sépiaisées, c'est-à-dire vont avoir la même notion de teinte de sépia, quelle que soit l'image. Place à la pratique. Ici, on l'a déjà fait. Il nous reste donc les éclaircissements à faire et les deux ombrages. On va donc commencer par le premier ombrage, ensuite l'éclaircissement final, et derrière l'ombrage maximum pour contrôler ainsi les contrastes. C'est parti. Là, je vais donc utiliser de l'Agrax, donc une teinte de shade de la part de Game Workshop, et même avec quelque chose qui pourrait sembler proche de l'encre, je vais toujours mettre du diluant. Déjà parce que le shade est un petit peu huileux, un petit peu visqueux, puisqu'il a à l'intérieur de celui-ci une forme de retardateur. Et donc, pour être sûr que je vais avoir une densité beaucoup plus fluide, je vais mettre cette fois-ci, simple goutte de diluant avant. Hop là. Et ça va tout simplement me permettre de lubrifier mon mélange et aussi lubrifier mon aiguille pour être sûr que ma peinture est constante. Donc là, on a les magnifiques pots de Game Workshop. Soit je prends un pinceau que je vais venir imbiber et tout simplement qui va me servir pour déposer des gouttes dans mon diluant. Ou alors tout simplement, si je suis confiant, je vais venir déposer tout doucement un petit peu de peinture. C'est parti, j'ai foi en mon aérographe et en mon shade, et je vais pouvoir ombrer tout simplement. Je vais partir sur un des volumes les plus gros, celui dont on en a parlé tout à l'heure, et je vais venir tout doucement commencer à ombrer la partie basse. Et vous voyez que ça va donner une teinte légèrement plus foncée, et je vais tout simplement surenchérir chacune de mes couches pour ainsi créer un dégradé et foncer ma peinture. De temps en temps, je sèche, quand je commence à voir que ça brille un petit peu, et je réitère. Une fois que j'ai fait un côté, par symétrie, je fais l'autre, puisque je le maîtrise déjà. Et une fois que je l'aurai fait, je vais tout simplement aller appliquer certains ombrages dans certaines parties, si je le souhaite plus ou moins fort, si je le souhaite du bas vers le haut, ou du haut vers le bas, si jamais je veux obtenir des effets un petit peu différents, type des armes énergétiques, ou au contraire, justement des armures type énergétique, qui vont proposer énormément de contraste et des lumières opposées à des ombrables, pour donner des arêtes de lumière. Je vais volontairement ce qu'on appelle cramer ma teinte, c'est-à-dire que je vais empiler le nombre de pigments de la même couleur, histoire que la lumière passe de moins en moins pour ainsi créer un dégradé. Sous-entendu, ici, je vais ombrer très fortement les parties basses du véhicule pour accentuer encore plus cette notion d'ombre et de lumière. Je vous parlais ici de faire une lumière dite inversée, c'est-à-dire en gros que là, contrairement au fait que la lumière devrait être beaucoup plus forte en haut, là c'est vers le galbe, pour encore une fois flatter la figurine. Et vous voyez, petit à petit, je viens ombrer volontairement la partie haute. C'est pas difficile, c'est ni plus ni moins que le fait de prendre une feuille de papier et de faire des lignes.
C'est tout simplement ce que j'ai fait sur mon véhicule. Au contraire, c'est même plus facile sur le véhicule, puisque comme on est sur du plastique en 3 dimensions, eh ben, je peux orienter ma figurine pour que mon faisceau n'arrive que dans certaines parties. Et derrière, je vais pouvoir faire la même chose dans des endroits un petit peu plus précis, notamment ici sur cette espèce de trappe là, où je vais faire un trait sur cette petite partie là. Donc là, je peux prendre ma figurine droite, bien droite, légèrement inclinée, pour beaucoup plus facilement mon faisceau arrive dans ce petit creux. Hop, première teinte réalisée, je continue. Deuxième teinte réalisée, je continue. Je vais même me rapprocher pour avoir un trait encore plus fin et ainsi créer de nouveau un dégradé. Regardez en fait finalement avec 2 dégradés en opposition, un qui va dans le sens inverse de là où il devrait aller, et un qui va dans le sens logique de la plaque vers son arête, et qui donne un effet waouh à la figurine. Même chose là où il y aura la tourelle, comme la tourelle est assez grosse, assez imposante, elle va créer une ombre portée, et bah tout simplement, je vais ombrer comme un malade en utilisant le cercle comme source de l'ombrage. Comme j'expliquais tout à l'heure, je vais tout simplement partir de l'intérieur. Oui, je sais que c'est assez bizarre, il n'y a pas de plancher sur ce véhicule-là. Bah, je pensais que c'était une erreur, mais en tout cas dans mon kit, j'ai pas eu de plancher. Et il n'y en avait pas dans le mode d'emploi. Donc, c'est pas grave, je vais encore une fois ombrer. Bon, là pour le coup, il faut que je fasse gaffe parce que sinon ça va repeindre mon petit doigt. Hein. Mais en tout cas, j'utilise le centre comme source de l'ombrage. Donc j'appuie, j'envoie ma teinte et je viens tourner. Et plus je répète l'opération, plus je m'éloigne du centre pour créer une ombre portée sur cette partie-là. Je viens aussi confirmer l'ombrage en me rapprochant du centre. Et je sèche un petit peu. Et vous voyez que naturellement, là où on va remettre la tourelle, on aura une ombre qui va se propager. J'ai réalisé exactement la même chose qu'ici, juste là, sur une partie encore plus petite. Donc c'est exactement le même exercice. J'étais tout simplement encore plus sensible et subtil sur mon point de patinage pour arriver à faire un trait aussi fin que celui-là. Je vais même le confirmer en vous montrant. Je me rapproche. Et vous voyez que le trait est donc en train de se confirmer. Quand certaines parties ne sont pas encore peintes, je peux aussi les utiliser pour calibrer mon œil et ainsi m'appuyer dessus pour aller atteindre une partie de la figurine. Je m'explique. Si on prend par exemple cette partie-là, ça sera assez complexe puisque l'intérieur de la figurine passe quasi obligatoirement par les chenilles. Je vais donc m'appuyer sur les chenilles pour aller remplir le trou. Je tiens donc ma figurine pas complètement droite pour pouvoir y accéder. Même chose, je peux aussi tout simplement me rapprocher pour confirmer justement la teinte très ombrée en dessous. Voilà donc pour le véhicule central une fois le premier ombrage réalisé. On voit quand même qu'il y a des parties très flatteuses, notamment au niveau du galbe de certaines parties du véhicule. Et si jamais je veux m'aventurer dans de la difficulté, je vais faire exactement la même chose. Je vais aller ombrer ce petit galbe ici. Donc je maîtrise plus mon point de patinage. Si j'ai l'option du FPC, je vais pouvoir diminuer ma pression. Si je ne l'ai pas, c'est pas grave, je vais essayer d'aller beaucoup plus doucement sur la quantité de peinture envoyée sur l'axe horizontal, donc du voile. Même chose sur cette partie-là. Je peux, si je le souhaite, augmenter encore plus les contrastes. Là, je vais y aller mollo, puisqu'il me reste encore un ombrage. Voilà donc le char après premier éclaircissement, premier assombrissement. Certains d'entre vous préféreront s'arrêter ici et faire les derniers détails, notamment les métalliques au pinceau. Libre à vous justement de vous arrêter ici sur un résultat déjà assez flashy. Il suffit par exemple de le mettre en opposition avec du orange pour obtenir des contrastes très intéressants qu'on peut le voir sur ce petit Lehman russe. Si on s'en tient un petit peu à la logique de Game Workshop, ici votre chat il est déjà battle ready. Vous avez déjà un très beau dégradé, des forts contrastes. Maintenant, les prochaines étapes vont être des étapes qui vont être facultatives, où on va encore plus travailler sur la notion de voile, puisqu'on va apporter de la lumière et des ombrages, avec des teintes qui vont un petit peu complexifier la lecture de la figurine, mais tout ça de façon très subtile. On ne va pas devoir les voir, mais on va devoir les deviner.
Je vais donc ici charger mon aéro avec une peinture très diluée, avec la fameuse teinte de Simble, donc 75. Vous pouvez utiliser du Resbone ou n'importe quelle autre peinture de Game Workshop. Et pour ce faire, je vais donc diluer beaucoup plus ma peinture pour avoir des voiles encore plus fins. Et là, vous le voyez, on est plus sur de l'eau teintée que finalement sur de la peinture. Mais vous allez voir que subtilement appliqué, vous allez voir des reflets de cette couleur au niveau notamment de mes éclaircissements. Et je vais venir là où il y avait du blanc, légèrement, très légèrement même, teinter ma figurine. Et vous allez le voir, on va donc appliquer ici sur le jaune qu'on avait sur le bout du canon. Hop, pas plus. Et vous voyez, de façon subtile, mon dégradé est devenu encore plus lumineux. Ce qui est aussi intéressant, c'est que pour vous montrer justement l'éclaircissement final, je vais tout simplement faire mon lining pour vous montrer à quel point ça va pimper un petit peu mon dégradé. Et donc même chose ici, je vais tout simplement faire un voile qui fait un petit peu cette largeur là et vous allez voir qu'il va parfaitement épouser ma lumière. Hop, tout simplement. Même chose ici. Donc là on est sur une étape assez intéressante puisque finalement on vient de poser notre éclaircissement maximum. Et donc pour comprendre et voir le contraste intégral de nos figurines, il reste donc à faire notre ombrage maximum. Et donc, on va rester sur ce statut-là pour justement voir si on a envie ou pas de pousser ce fameux contraste. Là, on est là pour tester et s'amuser. On va donc faire exactement la même chose que pour les éclaircissements maximum qui étaient sur une teinte très claire de sable. On va appliquer du marron avec un terre d'ombre brûlée. Et pour ce faire, comme tout à l'heure, on va utiliser de la peinture relativement diluée pour que notre voile se devine mais ne se voit pas. Et on va attaquer la partie basse. Et vous voyez qu'on est tout de suite beaucoup plus foncé, et donc que le contraste est beaucoup plus fort. Sur des petits volumes, c'est beaucoup moins pertinent que sur les gros, mais même sur les petits, regardez, je vais aller tout doucement. Alors là, il y a quelques petites imperfections parce que j'ai manipulé la figurine alors qu'elle n'était pas sèche à cause des contraintes de la vidéo. Mais regardez, j'envoie des voiles très discrets d'abord sur mon papier. Regardez comme doucement ça vient justement teinter mes creux. Même chose sur les volumes un petit peu plus grands. Donc c'est intéressant, je ne suis pas obligé de faire des choses linéaires. Là, si vous regardez, par exemple là, je vais ombrer directement la partie basse de mon flanc. Et que si je le souhaite, je peux aussi encore plus travailler certaines parties, notamment les parties où un volume est inférieur à l'autre. Et vous voyez que ça va beaucoup plus laisser paraître soit les arêtes de lumière, soit au contraire les creux et cette fameuse teinte de marron. C'est parti, le châssis est quasiment terminé en termes justement d'éclaircissement, d'ombrage et de travail des nuances. Il nous reste à lier les couleurs. Certains diront que là, par exemple, c'est un petit peu too much ou un petit peu trop effet aéro entre lumière et ombrage. Et bien écoutez, c'est pas grave, on va lisser justement ces couleurs. Comment est-ce qu'on va faire? On va, comme je disais tout à l'heure, appliquer un glaze général sur toute la figurine. Et pour ce faire, ici, comme on est sur des teintes de sable, je vais utiliser une peinture qui s'y prête très bien, le Séraphine Sépia, dilué, comme on a pu le voir à chaque fois, pour faire un voile global et ainsi lisser le dégradé le plus fort avec une teinte de sépia et homogénéer avec l'ombrage le plus fort qui lui aussi aura donc une teinte de sépia. Là, c'est assez intéressant, on est sur les nouveaux shades de Game Workshop. Et on voit que c'est encore plus fluide et plus subtil qu'avant. Et vous voyez, ça prend énormément de temps d'avoir quelque chose de très couvrant. Et donc ça va nous permettre tout simplement, comme je disais, d'avoir un shade, donc un voile global de sépia sur toute sa figurine. On va reprendre cette petite partie de l'armure, qui était très lumineuse, et bien tout simplement, je vais badigeonner, alors le mot est un petit peu fort, cette pièce-là.
Et vous voyez que tout doucement, ça vient donner un sens global à la pièce. Alors si j'y vais trop fort, attention, ça va casser justement cet aspect très lumineux que pouvaient avoir certaines parties de l'armure. C'est vraiment propre à chacun de stopper justement, entre guillemets, son contraste. Vous voyez que ça occulte un petit peu justement l'aspect très clair qu'on avait appliqué sur les éclaircissements. On va l'appliquer maintenant ici pour voir ensemble ce que ça donne, notamment au niveau justement de cette partie-là qui est très flatteuse pour le véhicule. Et hop, je m'arrête. Je ne veux pas trop manger justement mon dégradé. Et vous voyez qu'en fait maintenant c'est plus par reflet qu'on va deviner la teinte de sable qui est en dessous. Et on est maintenant sur une teinte beaucoup plus réaliste au niveau du véhicule. Mais tout en gardant cet aspect waouh de figurine très contrastée. Voilà donc le char dans son ensemble, avec la petite tourelle qui va venir s'aimanter juste ici, que vous avez fait entièrement à l'aéro. Là, le travail n'est pas terminé. Ce que vous pouvez déjà faire, c'est faire toutes les couches au pinceau pour les métalliques, et vous allez voir que votre figurine va avoir un regard beaucoup plus terminé. Là où l'aéro propose de façon simple et sans pour autant aller à ce niveau-là de peinture, c'est grâce justement au principe de masquage, c'est-à-dire en utilisant du scotch de peinture, occulter certaines parties pour via donc du masquage arriver à déployer sur la figurine de façon géométrique d'autres couleurs. On a terminé le tuto pour les couleurs de base, maintenant on va passer au masquage, c'est-à-dire au fait de occulter certaines parties en les cachant avec ici du scotch à peinture. Vous pouvez utiliser soit du liquide de masquage, soit tout simplement ce genre de scotch qu'on trouve dans le commerce. Dépendamment de la sous-couche et de les finesses de la peinture que vous allez utiliser, il est possible que celle-ci vienne au moment où vous allez la retirer, emmener un petit peu de peinture avec. Alors là il y a plein de petits tricks maison qui sont faits. Le fait par exemple de, une fois qu'on a coupé justement notre scotch, on va venir d'abord la coller sur un jean et derrière la mettre sur la figurine, ça va la rendre un petit peu moins agressive par rapport justement à la peinture qu'elle risquerait d'emmener, ou alors tout simplement tester différentes marques de scotch. Et j'ai tout simplement isolé la zone que je voulais peindre, à savoir l'avant du tank, en l'hommage des bons vieux Lehman Russ. Ici je ne vais pas utiliser de sous-couche, je vais utiliser un orange qui va venir un petit peu relever ma figurine, tout simplement du diluant. Je vais utiliser le orange chaud, le hot orange de la gamme Air Valero. Alors vous allez voir, c'est un orange qui sent pas très bon, enfin ça vous le verrez pas, mais derrière qui est très très joli. Mais avant ça, pour que ce orange accroche et une belle couleur homogène sur mon volume, et je vais tout simplement remettre un petit peu de blanc. Et là pour le coup, je vais utiliser le blanc de Prince Auguste Air, qui en plus lui pour le coup sent très bon, et qui va me permettre tout simplement de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Là, c'est une couleur blanche, ça n'est pas un hard coat ou une sous-couche qui va me permettre à ma peinture d'adhérer. J'utilise juste ce blanc parce qu'il est permissif, facile à utiliser. Je recommande aussi pour ceux qui ont des problèmes à l'usage du blanc d'utiliser le Procolor, qui est une marque qui le fait, qui est un petit peu satiné mais qui est très permissif à l'aéro. Comme d'habitude, d'abord du diluant puis ma peinture pour obtenir justement cette fameuse texture laiteuse. Là avec le blanc c'est encore plus facile pour moi de vous le montrer. Vous pouvez voir que le blanc bulle un tout petit peu et que sur les parois, celui-ci accroche très légèrement, exactement à la manière du lait quand on repose son verre. Et tout simplement, je vais venir repeindre la partie qui m'intéresse. Une fois mon blanc posé, tout simplement, je vais venir, comme je le disais tout à l'heure, appliquer ce fameux orange chaud 72 709 qui a la particularité, vous allez voir, de très bien se travailler avec deux couleurs, la crème pour l'éclaircissement et le marron pour l'ombrage. Et c'est parti, là je vais faire des aplats. D'habitude je commence par la partie la plus basse pour confirmer ma teinte et dégrader volontairement avec des teintes d'orange plus légères sur le haut pour avoir un blanc teinté d'orange et ainsi que rien dégradé. Ensuite, de la même manière que la couleur désertique, je vais venir l'éclairer avec de la chair, donc la teinte 76 de Prince Auguste Air, et je vais juste aller éclairer le haut. Comme ceci, pour l'instant ça se voit, mais vous allez voir que comme on va revenir lisser les couleurs en redonnant une teinte très légère de orange, ça passera très bien. Et là, en revenant avec mon marron, le 40, donc la terre d'ombre brûlée avec laquelle on a ombré la partie basse du véhicule, je vais venir faire exactement la même chose.
Je sèche un petit peu pour me rendre compte en fait du dégradé. Et je continue mon ombrage. Et une fois que mon marron est appliqué, je vais tout simplement revenir redonner une teinte un petit peu plus orangée au tout, notamment lisser la partie claire qui est comme très lumineuse, avec la partie ombrée qui elle correspond plus au contraste du reste de la figurine. Donc j'en reprends mon petit orange basique, et là je vais en mettre beaucoup moins pour justement avoir l'équivalent d'un glaze qu'on voyait tout à l'heure avec le sépia. Et vous voyez là c'est littéralement de l'eau teintée que j'ai, puisque ça couvre à quasiment pas le réservoir. Donc déjà, le premier aspect positif, c'est que je risque pas de boucher mon aérographe. Et qu'en plus de ça, ça va me permettre d'avoir une teinte très douce pour récupérer le orange qui me fait plaisir. Et là, regardez, ça va aller très vite. Et je vais tout simplement faire un petit passage pour retrouver la teinte d'orange qui me plaît. Et quand je l'ai retrouvé, je m'arrête. Ça va dépendre de chacun, mais là, en l'occurrence, je trouve qu'on est pas mal sur justement cette teinte d'orange. Je vais venir aussi sur l'avant, là où il y a l'éclairage. Et en fait, après réflexion, je vais même recommencer un petit coup. Voilà. Une fois le scotch de masquage retiré, je vais tout simplement venir retourner au pinceau, reprendre ce sur quoi j'ai débordé, ici en l'occurrence, les petites chenilles. On va continuer cette fois-ci avec les armes et on va aller obtenir un effet waouh avec les armes chaudes, c'est-à-dire qu'on va tout simplement donner un effet de métal chauffé à l'intégralité des canons qui sont soit à forte saturation en termes de règles, soit qui vont utiliser la règle fusion, c'est-à-dire fuseur pour Warhammer 40 000. On va donc l'appliquer sur le gros canon, les deux petits ici, fuseurs ou mitraillettes, mais en tout cas qui vont avoir les bouts très chauds, le canon rotatif ici et les deux multifuseurs latéraux qu'on va venir coller ensuite sur les tourelles. Pour ce faire, je vais pas me prendre la tête. Je vais appliquer un métal foncé qui correspond à tous les métaux de ma figurine qui veut de l'Iron Breaker Game Workshop pour le début du canon, comme cette partie juste ici, ou alors tout simplement cette partie-là qui va venir s'encastrer dans le char. Et pour toutes les parties des vrais canons sur lesquels on va réellement travailler la chaleur, là on va utiliser mon métallique préféré, mais de toutes les gammes, c'est le Prince Auguste R62, mais aluminium mat. Et vous allez voir que même s'il y a écrit R dessus, vous pouvez parfaitement l'appliquer au pinceau en une seule couche, ça couvre quasiment tout. Là je l'applique non dilué, c'est-à-dire directement sorti du pot, et regardez qu'au pinceau, ça va tout de suite couvrir et avoir même justement un aspect de métal très blanc, qui est vraiment appréciable. Une fois peint au pinceau pour bien délimiter les espaces métalliques qu'on va vouloir rendre chauds, tout simplement on va commencer par du jaune avec les nouveaux contrastes avec l'Imperial Fist, contraste de Citadel. Même si c'est un contraste et que ça semble très dilué, on va de nouveau mettre un tout petit peu de diluant au fond de son héros pour bien lubrifier son aiguille et être sûr que même ce petit mélange soit moins visqueux et donc plus fluide. Et là on va attaquer du assez fin à l'aéro, c'est pas grave, on reprend la feuille de papier et on voit aussi comment le contraste va réagir. Il y a énormément de questions sur l'utilisation du contraste à l'aéro, c'est complètement possible. Là où il faut juste faire attention, c'est que quand je vous parle de cette fameuse notion de teinte, c'est-à-dire que la première va être assez subtile, et vous voyez que si jamais on en refait une directement dessus, là, automatiquement, on n'est pas sur quelque chose de proportionnel, mais d'exponentiel, sous-entendu, la deuxième couche ne sera pas simplement 2 fois plus forte, mais beaucoup plus forte. Et vous avez vu comme instantanément ça vient couvrir justement. Donc ça c'est l'effet contraste à l'aéro qui est complètement utilisable et sur lequel on va pouvoir obtenir quelques bénéfices. Ici en l'occurrence c'est pas le but, on va tout simplement vouloir avoir un effet un petit peu jaunâtre au début pour montrer que le métal a chauffé et que maintenant il a refroidi. Et je vais l'appliquer sur l'intégralité de mes canons. Le but est d'avoir un jaune qui s'applique sur le métal, mais qui permet quand même de deviner le métal qu'on avait appliqué en dessous. Maintenant que c'est fait, on va appliquer au bout du jaune un violet. On va utiliser un violet limite qui tire sur un bordeaux, c'est-à-dire avec une majorité de rouge. Sous-entendu, là, on va utiliser Sigvald Burgundy de la gamme Contraste. Et comme je veux pour le coup uniquement teinter légèrement mon métal, je vais beaucoup plus le diluer. On va dire au moins 3 voire 4 doses de diluant pour une dose de contraste. Donc tout simplement, cette quantité de diluant et derrière une goutte de contraste. Et vous allez voir que la magie du contraste s'opère, vous avez directement quelque chose de très liquide, mais qui va bien couvrir quand même. Donc là, si on regarde comment ça réagit sur un papier, ma peinture étant très diluée, j'ai quasiment de l'eau dedans, donc j'ai le niveau de précision et surtout de sensibilité au niveau de mon point de patinage quasiment le plus bas que je puisse avoir sur mon aéro. Regardez, mon doigt ne va quasiment pas bouger, et pourtant, j'ai de la peinture qui va sortir.
Et donc là, tout simplement, si jamais je veux gagner en permissivité, et je vais tout simplement soit y aller beaucoup plus doucement sur l'axe horizontal, soit baisser un petit peu la pression, soit avec encore mon nanomètre, soit avec le FPC, c'est-à-dire cette petite option. Et vous allez voir, je vais quasiment pouvoir écrire avec mon aéro. Voilà. Et bien c'est tout simplement ce niveau de précision que je veux obtenir ici maintenant pour être sûr de pouvoir y aller tout doucement et faire un petit liseré qui va entourer mon jaune. Et je vais terminer mes petits canons par donner un reflet bleu à mon métallique. Et je vais pour ça utiliser du bleu insigne, donc de la gamme toujours Prince Auguste R, le 91. C'est le même que j'utilise pour mes Space Marine. Donc pareil, j'y vais très doucement. Le but est d'avoir un aéro pour lequel on va baisser la pression, qui va nous permettre d'être beaucoup plus permissif sur la dilution, et donc sur le fait qu'il ne se bouchera pas, et on sera ainsi beaucoup plus précis, tout en ayant des couches très très fines, regardez, qui ne vont pas recouvrir, mais qui vont permettre de deviner encore la partie d'en dessous, c'est-à-dire le métallique, pour qu'on se souvienne que c'est un métal chauffé. Et regardez, on devine encore parfaitement que sous justement ces couleurs chaudes, on a bien un acier. Et donc ça permet à notre esprit de comprendre qu'il y a quelque chose de chaud qui est passé par là. Sur les autres parties du canon, je le disais, je vais venir appliquer un métal un petit peu plus foncé, de l'Iron Breaker, que je vais tout de suite ombrer avec du Noil Oil dedans pour faire un bon vieux shade. Et c'est parti pour casser cet aspect un petit peu trop aussi aluminium. On va tout simplement venir ombrer le tout avec un noir assez dilué, comparable un petit peu à un Noil Oil qu'on appliquerait à l'aéro, pour justement venir ombrer le tout. Donc là, tout simplement, je vais ombrer la partie basse du canon pour flatter le galbe du dessus avec des pigments métalliques qui en plus de ça, sous une belle lumière, vont complètement péter. Et pour la partie d'avant, je vais un petit peu plus l'ombrer pour montrer que le canon est tout simplement un petit peu cramé. Et vous voyez, c'est assez intéressant puisque finalement, dès le premier passage, on voit qu'en plus d'assombrir, on a une partie du côté brillant qui vient être occultée par la couche de pigments que je viens d'appliquer. Et donc automatiquement, ça accentue ce fameux galbe qu'on va avoir sur la partie haute. Je peux même aller jusqu'au noir, au contraire, pour rentrer à fond dans l'exercice. Et ouais, finalement, d'avoir du noir en dessous, ça dérange absolument pas, puisqu'en fait, comme c'est du métal, ça semble assez naturel. Les amis, la partie aéro sur ce véhicule va bientôt se terminer. Vous pouvez voir qu'on commence à retrouver tout ce qu'il nous faut, c'est-à-dire un beau contraste dessus, c'est-à-dire que la partie la plus lumineuse est très loin de la partie la plus ombrée, et aussi qu'on obtient des effets waouh, notamment avec justement tous ces effets de chaleur sur ce gros chat. Il nous reste donc maintenant à faire tous les détails au pinceau, mais ça ne fait pas partie de ce petit tuto. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est via des jus de tout simplement aller délimiter certains des volumes, notamment chaque plaque d'armure avec un petit liseré noir, soit de Noil Oil, mais plutôt d'Agrax, voire même de Séraphine Sepia, pour rester dans des teintes un petit peu noisettes. Pour illustrer tout ça, on voit par exemple que ici, ce petit rectangle n'est pas encore délimité de ce côté, et pourtant de ce côté, ça a été fait. Et donc c'est beaucoup plus flatteur pour le latéral de la figurine. On se retrouve maintenant pour la dernière étape de ce tuto à l'aéro, qui va être un prétexte pour s'entraîner au sniping, c'est-à-dire à réaliser des tâches toutes petites tout en visant très bien à l'aéro. Donc on va poser un petit peu son Rogaldorn, on va passer sur une feuille de papier et on va venir charger dans son aérographe tout simplement de la couleur rouille. Alors quelle que soit la marque, vous en trouverez. Là en l'occurrence je vais utiliser du Prince Auguste R, teinte 80, de la rouille. Donc comme dit plusieurs fois dans cette formation aéro, plus on va vouloir être précis, plus on va diluer, plus on va avoir des facilités, à ne pas bouger son aérographe, et aussi à avoir les teintes les plus petites possibles, et donc se rapprocher aussi de la limite de la taille de son aiguille. Sous-entendu, on le rappelle, quand on utilise une aiguille de 0,2, c'est que théoriquement, le point le plus fin qui va sortir sera aux alentours de 0,2. Là, on va donc bien diluer sa peinture. En opposition à ça, ça veut aussi dire que plus on va diluer, moins on va avoir de permissivité au niveau de la pression de l'air, puisque plus la pression d'air va être forte sur un point fixe, moins le pigment, qui lui est même très dilué, va vouloir adhérer et donc va partir en glissade sur la matière pour avoir le syndrome dit de toile d'araignée.
Pour rappel, je commence toujours par mon diluant et ensuite un petit peu de rouille. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis beaucoup plus de diluant que de peinture. Et là, je vais tout simplement pouvoir faire des tests de précision et de teinte avec mon aéro. Là, ma peinture est bien diluée et bien fluide, ça ne bouge pas mon aéro et mon flux est constant. Et aussi par des petites actions pour tester ce qu'on appelle le sniping. Ça, on ne l'a pas encore vu, c'est la deuxième méthode pour faire de l'aérographe. La première méthode, vous la connaissez. 1, j'appuie à fond sur l'air. 2, je recule tout doucement mon aiguille jusqu'au point de patinage où ma peinture commence à sortir. Et bah, la deuxième méthode, c'est tout simplement le fait de appuyer sur la peinture, reculer très rapidement jusqu'au point de patinage et relâcher. Je refais et je relâche. Une méthode qu'on appelle la méthode de tapping, qui va me permettre en fait d'être le plus précis possible. Si je veux être encore plus précis, tout simplement, je vais baisser la pression d'air avec ici mon FPC. Et vu par exemple ici ma dilution, on pourrait imaginer que je vais mettre à moins d'une barre aux alentours de 0,8. Moins de pression tout en ayant une peinture diluée veut dire que je peux me rapprocher et la pression d'air qui va être exercée sur le point ne va pas suffire à faire en sorte que mon pigment glisse. Et comme vous pouvez le voir ici, mon pigment va bien glisser, c'est-à-dire que je suis parti en toile d'araignée. Alors c'est très fin, c'est pas grave, on va continuer. Je vais encore plus baisser ma pression d'air. Ici, si vous sentez que vous partez trop facilement en toile d'araignée, c'est-à-dire que votre pigment ne s'arrête pas et continue de glisser, rajoutez tout simplement un tout petit peu de peinture. Hop. On remélange, on repurge histoire d'amorcer de la bonne peinture directement sur son aiguille et on reteste. Une fois que je commence à être assez sûr dans ma précision et dans mon aérographe, et bien tout simplement je vais venir appliquer de la rouille directement sur ma figurine en allant sniper les petits rivets. C'est vraiment de l'entraînement. On va commencer par les rivets qui sont dans l'ombre, parce qu'ils sont un petit peu plus permissifs, toujours en envoyant la teinte la plus légère possible, comme ça si vous visez à côté, il n'y a que vous qui verrez qu'il y a une teinte de rouille juste à côté. Hop, et vous voyez ici que ma rouille est en train justement de s'appliquer sur mon petit rivet, et je vais tout simplement enchaîner. Et plus je suis confiant, plus je peux remonter dans la lumière. On va prendre par exemple ceux ici qui sont les plus exposés et les moins permissifs par rapport à votre mouvement. Et vous voyez en gros que je viens déposer une légère teinte et une fois que mon œil vise bien et que mon aéro vise bien aussi, alors je viens confirmer cette teinte. Autre démonstration, celui-ci aussi est très exposé. Vous voyez, une légère teinte de rouille qui vient d'apparaître. Je vise bien, je confirme ma teinte. J'étais légèrement à côté, c'est pas grave, je suis venu la recentrer. Une fois fait, je vais tout simplement revenir, mais cette fois-ci au pinceau, pour appliquer soit directement de la peinture chrome, par exemple de la marque Molotov, ou alors ici, je vais revenir avec mon aluminium mat pour tout simplement venir faire mes rivets et ainsi obtenir un petit effet waouh. Donc là, le but est d'aller au centre de ce que j'ai déjà fait en rouille. Donc j'attaque le rivet par le haut, puisqu'il n'y a que cette partie-là qui m'intéresse, c'est celui qui va réfléchir la lumière. Je me permets de faire une petite pause dans les rivets pour vous montrer que c'est typiquement partie des actions que vous pouvez faire que quand vous avez que 10 à 15 minutes de peinture. Puisque finalement, ça va être une action répétitive qui souvent va vous calmer, vous permettre d'améliorer votre dextérité et de régler vos problèmes soit de respiration, soit de tremblement.
Voilà les Wargamers, ce véhicule est maintenant terminé. Encore une fois, celui-ci a déjà été verni et s'est vu assaisonné de petits détails au pinceau et de quelques décalcomanies. J'espère très sincèrement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez aussi soutenir financièrement French Wargame Studio et les amis, en ce début d'année, on a clairement besoin de vous. N'hésitez pas à aller sur la plateforme participative Tipeee, le lien sera en description. Et moi, je vous dis à plus les Wargamers.